Une petite fille était assise, figée, sur un banc de parc, les bras enroulés autour d'un ours en peluche, les yeux écarquillés par un silence trop vieux pour 5 ans. La tempête avait contraint tout le monde à rester à l'intérieur, sauf un homme et son chien. L'agent Thomas Mercier ne s'attendait pas à un miracle cette nuit-là, mais Rocky, lui, l'a fait. À travers la neige et le silence, le berger allemand se figea en pleine foulée, les oreilles dressées, le cœur calme. Et ce qu'ils trouvèrent près de ce banc n'était pas seulement un enfant. C'était une seconde chance, enveloppée de givre et de foi. C'est l'histoire d'un chien fidèle, d'un officier en deuil et d'une petite fille avec un ours en peluche qui ont rappelé à une ville endormie que l'amour est toujours là, même aux heures les plus froides. Avant de commencer, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et activez la cloche. Ce sont des histoires qui vous accompagnent longtemps après la fonte des neiges. La tempête avait le don de réduire la ville au silence, non pas en étouffant les bruits, mais en les engloutissant tout entières. Le vent tourbillonnait dans les rues désertes comme de la fumée. La neige tombait en lente spirale qui brouillait tous les angles. À cette heure-là, même les feux de circulation ne clignotaient, personne n'y prêtait attention. Les fenêtres étaient sombres. Les porches étaient ensevelis. Et pourtant, quelque part derrière ce silence figé, quelque chose n'allait pas. L'agent Thomas Mercier traversa le blizzard avec un calme dicté par l'habitude, et non par la paix. Âgé de 35 ans, la mâchoire plus serrée que sculptée, Jacques portait son uniforme de police comme une armure, impeccable et personnelle. Sa silhouette était nerveuse et grande, enveloppée dans une veste fournie par le département et un chagrin qu'il n'a jamais enlevé. Sa fille, Manon, était morte 5 hivers auparavant. 5 ans après qu'elle avait disparu dans un blizzard à moins de 2 mètres de leur maison. 5 ans à faire semblant qu'il était encore une personne entière. Il ne croyait pas aux signes. Il ne croyait pas à grand-chose. Mais ce soir, l'air pesait sur lui comme un poids qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. À côté de lui était assis Rocky, son partenaire canin. Un berger allemand de 4 ans. Son pelage noir et rouille était épais, résistant au froid. Rocky était dressé, discipliné, mais il était bien plus que cela. C'était un instinct enveloppé de fourrure, avec des yeux trop vieux et trop savants pour un chien de son âge. Une fine ligne argentée lui coupait l'oreille où une cicatrice cicatrisée, due à l'incendie d'un entrepôt l'année précédente. Il aboyait rarement. Il ne se précipitait jamais. Et lorsqu'il bougeait, c'était avec la concentration constante d'un objet ancien. La radio du croiseur s'est mise à vibrer dans un bruit statique. Unité 17. Est-ce que vous lisez? Jacques a levé le micro. C'est le 17. Allez-y. J'ai reçu un appel d'un piéton près de Northridge Park. Il croit avoir vu un enfant, seul, assis sur un banc. Il neige beaucoup. La visibilité est mauvaise. L'appelant n'a pas pu confirmer. Les sourcils de Jacques se froncèrent. Des détails? Âge? Vêtements? Négatif. L'appelant a quitté les lieux. Trop froid. Il a juste dit que ça n'avait pas l'air normal. Jacques a répondu par un simple « copie » et a coupé le micro. Pendant un instant, il resta immobile. Ses jointures blanchirent sur le volant. Puis, sans un mot, il s'engagea sur la route qui menait au parc. Rocky s'agita et se redressa légèrement. Le chien sentait des choses que Jacques ne pouvait pas exprimer par des mots. Les pneus sifflaient sur la route verglacée tandis que la voiture de patrouille franchissait l'intersection. Le parc n'était pas loin, juste après l'église, en face d'une aire de jeu fermée. Le souffle de Jacques s'embuait contre l'intérieur du pare-brise. Il pensait à Manon, non pas comme le chagrin nous guette parfois, mais d'une manière silencieuse et inévitable, comme une photographie que votre esprit garde en suspens, peu importe le nombre de fois que vous essayez de la décoller. La neige s'accumulait de plus en plus lorsqu'il atteignit les portes du parc Northridge, le fer forgé à peine visible sous les congères soufflées par le vent. Jacques se gara le long du trottoir et coupa le moteur. Dans le silence, il entendit le vent gémir à travers les arbres. Il ouvrit la porte. Le froid le frappa comme une claque. « Viens, dit-il,
sans dire un mot. Rocky s'est couché, la queue basse, les oreilles dressées. Jacques a saisi sa lampe de poche et a scruté le sentier blanchi à la chaux menant au parc. Il marchait en silence. Le faisceau lumineux traversait des bancs enneigés, des poubelles gelées et des arbres squelettiques. Le froid était absolu. Pas d'oiseaux. Pas d'empreinte. Rien. Jusqu'à ce que Rocky s'arrête. Ce n'était pas dramatique. Pas d'aboiement. Pas de mouvement brusque. Juste un silence soudain, la tête penchée, son souffle visible à la lumière de la lampe. Puis il fit lentement un pas en avant, le nez levé, le corps tendu. Jacques suivit son regard. Là, sous une lampe vacillante, était assise une petite silhouette sur un banc en bois, à moitié enfoui sous la neige. Jacques ralentit le pas à mesure qu'il approchait. L'enfant ne devait pas avoir plus de 5 ans. Son pelage était large et fin, d'un violet terne qui avait pâli sous le gel. Sa tête était penchée, son visage à peine visible sous ses cheveux noirs emmêlés. Dans ses bras, elle serrait quelque chose, un animal en peluche peut-être, ou un paquet de tissus pressé contre sa poitrine avec une sorte de prise désespérée qui en disait plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Le cœur de Jacques battait fort. Il s'accroupit lentement, laissant sa lampe torche tomber sur la neige. Le doux faisceau éclairait son visage, un ovale pâle, aux lèvres légèrement entr'ouvertes, aux cils couverts de croûte blanche. Ses petites épaules tremblaient légèrement, mais elles n'émettaient aucun son. Rocky s'approcha, pressant doucement son corps contre le pied du banc, sa chaleur constante, silencieuse. La fille ne réagit pas. Et la voix de Jacques n'était qu'un murmure. « Pouvez-vous m'entendre » Elle n'a pas levé les yeux. Il tendit la main, ses doigts gantés flottant au-dessus de son bras. Sa peau était glacée à travers le tissu. Son animal en peluche, un ours, peut-être avait perdu un œil et était trempé de neige. Toujours pas de réponse. Jacques ouvrit lentement son manteau, sortit la couverture de secours de sa poche arrière et l'enroula autour d'elle, en faisant attention de ne pas la surprendre. Sa tête s'appuyait doucement contre sa main, seul signe qu'elle ne s'était pas complètement fermée. Il regarda Rocky. Le chien ne dit rien. Il se rapprocha seulement. Puis Jacques fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il ferma les yeux et dit doucement. Ne lâche rien. On est là, maintenant. Le vent hurlait derrière eux et la neige continuait de tomber. Mais quelque chose avait changé. Il l'avait trouvé. Entre-temps, sous l'éclairage intense de l'hôpital et le bourdonnement des moniteurs, Claire Bennett ferma le dossier du patient et soupira. Les urgences étaient calmes pour l'instant. Mais quelque chose clochait dans la nuit. Elle ajusta son manteau et se tourna vers le poste des infirmières au moment même où un appel arriva. Femme, la trentaine. Inconsciente. Accident de voiture près de la route 5. Pas de pièce d'identité, mais les ambulanciers ont trouvé une veste d'enfant sur la banquette arrière. La plume de Claire s'arrêta en plein vol. Des signes du gamin? Négatif. Elle regarda par la fenêtre, où la neige s'écrasait contre la vitre. Quelque part, dehors, un enfant était peut-être seul. Elle ne savait pas que son frère était déjà agenouillé devant elle. Pas encore. La tempête ne faiblit pas. La neige s'enroulait autour du lampadaire comme de la fumée. Et la fille sur le banc n'avait pas bougé. Pas un mouvement. Pas même un tressaillement des doigts. Mais elle respirait. Jacques avait déjà vu ça à peine perceptible, comme du givre fondant à l'intérieur d'une vitre. Sa lampe de poche était oubliée dans la neige à ses pieds, son faisceau attrapant des éclats de glace dans l'air comme des cendres flottantes. Jacques s'accroupit à côté du banc, son souffle s'accélérant alors qu'il l'étudiait de plus près. L'enfant n'était pas seulement froide. Elle était presque translucide. Ses lèvres étaient teintées de violet. Ses doigts, ses petits doigts raides qui serraient l'ours avaient complètement perdu leur couleur. Il ne l'avait pas vraiment remarqué auparavant. Il était trempé et sale, un œillet en forme de bouton ne tenait qu'à un fil. Un cœur grossier avait été dessiné au marqueur noir sur sa poitrine délavée et tachée,
mais visiblement dessinée par la main d'un enfant. Jacques tendit la main vers elle, puis s'arrêta. Sa prise était trop forte. C'était une bouée de sauvetage. Une limite. Le dernier morceau de quelque chose que personne ne pouvait prendre. Derrière lui, Rocky se tenait debout. La neige s'accrochait à la fourrure de ses jambes. Les oreilles du berger allemand frémissaient à chaque changement de vent, mais ses yeux restaient fixés sur la fille. Elle était vivante. Et pour Rocky, cela signifiait qu'elle était désormais à lui. À lui de la protéger. Jacques expira lentement, du brouillard s'échappant de ses lèvres. Elle ne va pas durer très longtemps. Il connaissait les signes. Il l'avait déjà vu lors de missions de recherche et de sauvetage. Les enfants se sont tus avant de perdre connaissance. Le cerveau a commencé à se protéger du froid avant le corps. Il se leva et examina rapidement les environs. Le parc était désert, enveloppé de blanc. Aucun mouvement. Aucun phare ne s'approchait. Pas même le bruit des pneus neige sur la route principale. Toute la ville dormait ou avait choisi de détourner le regard. Quel genre d'endroit laisse un enfant ici? Il se demanda encore. Et qui l'a quitté? Il se tourna vers la fille et se pencha, parlant doucement mais fermement. D'accord, mon petit. On s'en va. Tiens-toi tranquille encore un peu. Il retira un gant et fouilla dans sa veste, récupérant le petit châle polaire qu'il gardait dans la portière côté conducteur. Il était destiné aux situations d'urgence, animaux blessés, victimes d'engelures, imprévues. Il ne l'avait pas utilisé depuis le sauvetage du randonneur en montagne l'année dernière. Mais ce soir, il lui appartenait. Elle n'a pas résisté lorsqu'il l'a glissé autour de son dos et sous ses genoux, la berçant aussi doucement que si elle était faite de sucre filé. Sa tête pencha légèrement, appuyée contre son épaule. L'ours resta entre eux, toujours pressé contre sa poitrine. Il se tourna vers Rocky. Retour à la voiture. Il se déplaçait rapidement. J'ai parcouru le chemin en empruntant des chemins caouteux, en revenant à travers les arbres, en passant devant l'aire de jeu gelé, et en traversant le trottoir enneigé. Jacques tenait la fille près de lui, la protégeant du vent avec son manteau. Son corps était si léger qu'il en avait mal à la poitrine, comme si elle avait déjà commencé à s'éloigner du monde. Mais elle ne l'avait pas fait. Pas encore. Il n'allait pas la laisser faire. Ailleurs, sous le bourdonnement fluorescent du couloir des urgences, Hélène Dubois s'agita pour la première fois. Elle était allongée dans un lit d'hôpital, entourée de moniteurs médicaux et de capteurs à pinces. Ses cheveux, un fouillis emmêlé de couleur brun doré, étaient humides de neige fondue et sa joue était striée de sang provenant d'une coupure peu profonde le long de sa racine des cheveux. Elle mesurait 1,57 mètres, était grande, mais fine d'os. Son visage, saisissant mais usé, semblait marqué par le stress. Ses mains, aux doigts longs et rugueux, étaient plus habituées à l'eau de vaisselle et aux arrêts de bus qu'à tout autre luxe. Sarah avait toujours été le genre de femme qui supportait le monde sans se plaindre. Elle faisait des doubles journées dans une boulangerie de l'ouest de la ville, souriait aux inconnus, s'excusait quand on la bousculait. Mais des années de mère célibataire avaient transformé sa douceur en quelque chose de plus dur, toujours gentille, mais fragile sur les bords. Une infirmière jeune, aux cheveux châtains courts et au regard nerveux, s'est approchée du lit. « Mademoiselle Ellis, m'entendez-vous » Les yeux de Sarah s'ouvrirent brusquement. Elle cligna des yeux à cause de la lumière, confuse. « Vous avez eu un accident de voiture » continua doucement l'infirmière. « Vous êtes à Sainte-Adélaïde. Vous avez dérapé près de Ridge Park. » Sarah eut le souffle coupé. « Ma fille, dit-elle d'une voix rauque. »« Émilie, où est Émilie » L'infirmière resta figée une seconde de trop. La voix de Sarah se brisa. « Elle était avec moi. On essayait de rentrer. Je lui ai dit de rester attachée. J'ai fait un écart pour éviter le lampadaire. Et je crois que j'ai perdu connaissance. Je vais appeler le médecin, dit l'infirmière en reculant déjà. Mais la voix de Sarah s'élevait. Est-elle là? On l'a amenée?
S'il vous plaît. Ma petite a 5 ans. Elle s'appelle Émilie. Elle a un ours qui s'appelle Buton. Quelqu'un l'a trouvé. Au bout du couloir, Claire Bennett entendit la voix se briser et se leva de son bureau. Elle n'avait pas besoin des explications de l'infirmière. Elle se dirigea vers la chambre. Jacques a placé la fille sur le siège arrière du véhicule, a mis le chauffage au maximum et l'a enveloppée dans tout ce qu'il a pu trouver, son écharpe de rechange, la couverture du siège, même ses propres gants d'hiver. Rocky grimpa à côté d'elle sans qu'on ait besoin de le lui demander, allongé sur le sol du siège arrière, son flanc frôlant ses bottes. Jacques resta dehors un moment plus longtemps qu'il n'aurait dû, regardant à travers la fenêtre, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser dans un rythme lent et à peine présent. Il n'avait pas prononcé le nom de Manon à voix haute depuis des mois, mais il l'entendait maintenant, murmurer au fond de son esprit. Il a fermé la porte. Puis il se tourna vers le siège avant et monta à bord. Le moteur ronronna. Dehors, la tempête grondait plus fort, comme un dernier avertissement. Mais ils en avaient assez d'attendre. Il a mis la vitesse en marche. Les essuie-glaces fonctionnaient avec un rythme effréné, grinçant toutes les quelques secondes tandis qu'il raclait les couches de neige mouillées sur les vitres. Dehors, la tempête n'était plus un arrière-plan, elle était une présence. Elle griffait la voiture, la poussait contre son châssis, projetait la glace comme des poignées de verre. Mais à l'intérieur du véhicule, tout semblait suspendu, retenu dans le silence entre le souffle et le battement de cœur. Thomas Mercier conduisait plus lentement qu'il ne le souhaitait, non par prudence, mais par révérence. Dans le rétroviseur, il la distinguait à peine la fille, Émilie. Elle était toujours blottie sous son écharpe polaire, son écharpe enveloppant cet ours en peluche borgne comme si c'était la seule chose réelle qui lui restait au monde. Son corps bougeait à peine. Seul un léger mouvement de sa poitrine trahissait la vie. Un souffle. Un fil. Il ne parla pas. Pas pendant un moment. Le silence a toujours été plus facile que d'essayer de transformer le chagrin en phrase. Les mots lui avaient manqué 5 ans auparavant. Pourquoi le servirait-il maintenant? Il a pensé à la note. Il se trouvait dans la poche de son manteau, le pli adouci par le temps, l'encre s'estompant légèrement. Léa Dubois. 555 208 9032. Pas d'adresse, pas de parents, pas de nom d'école, juste un nom et un numéro. La moitié d'une vie griffonnée sur du papier officiel. Le tableau de bord n'offrait aucun signal. Les antennes relais de ce côté de la ville étaient soit gelées, soit complètement hors service. Il fixa à nouveau le numéro, le murmurant dans sa barbe jusqu'à ce qu'il devienne un rythme, comme la vieille habitude de réciter les numéros de badge avant de témoigner au tribunal. Il ignorait qui avait dessiné le cœur au dos. Un dessin d'enfant. Une apparence. Il y avait quelque chose d'incroyablement fragile dans ce cœur à l'encre rose, presque désespéré. Jacques replia le papier et le glissa dans la petite poche de son gilet, près de sa poitrine. Derrière lui, Rocky Steard. Le chien était toujours recroquevillé sur le sol de la banquette arrière, le flanc collé aux bottes d'Émilie. Ses oreilles frémissaient, ses yeux en alerte, comme s'il traquait quelque chose que lui seul pouvait sentir. Rocky n'a pas seulement été formé à flairer le danger. Il a été formé à ressentir les changements chez les gens, leur peur, leur tristesse, leur espoir. Et ce soir-là, quelque chose en lui s'était fixé sur la fille comme une boussole sur le vrai nord. Reste avec elle, murmura Jacques. Rocky n'avait pas besoin qu'on le lui dise. Les rues défilaient floues, des maisons avec de la fumée de cheminée à peine visible, des panneaux de signalisation recouverts de glace, un scintillement occasionnel de lumière du porche à travers d'épais rideaux. Jacques a reconnu cette partie de la ville. C'était le même itinéraire qu'il avait emprunté 5 ans plus tôt, la nuit où sa fille avait disparu. Il avait neigé cette nuit-là aussi. Pas comme ça. C'était une véritable tempête. Mais suffisamment. Assez pour brouiller les pistes. Assez pour enterrer les réponses. Il se souvenait de l'appel reçu, un enfant disparu, âgé de 5 ans, vu pour la dernière fois derrière la maison, portant un manteau rouge.
Il avait laissé tomber son café. Claire avait appelé 4 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était brisée. Il ne l'avait pas entendue ainsi depuis leur enfance. Elle avait gardé Manon ce week-end-là. Jacques avait pris ce relais parce que personne d'autre ne le ferait. Parce qu'il pensait que ce serait une soirée comme les autres. Parce qu'il avait confiance en Claire, sa sœur aînée, stable, précise et compétente, capable de s'occuper d'un enfant pendant 48 heures. Mais Manon était sortie par la porte de derrière. Dans les bois. Dans le blanc. Jacques cligna des yeux, refoulant ce souvenir. Sa mâchoire se serra. Il n'y avait pas de temps pour les fantômes. Cette fille, Émilie, n'était pas sa fille. Elle était là maintenant, et elle respirait encore. Le croiseur tourna au-delà du vieux château d'eau et s'engagea sur une longue colline sinueuse qui plongeait vers la limite sud de la ville. À sa base, la lueur rouge et blanche de l'hôpital Sainte-Adélaïde perçait les rafales de neige comme un phare. L'entrée des urgences se trouvait juste après la baie des ambulances, avec des lumières fluorescentes au-dessus, un auvent décoré de glaçons, encore à quelques minutes. Il jeta un nouveau coup d'œil dans le miroir. Ses yeux étaient fermés. Les lèvres légèrement entr'ouvertes. Pas de son. Jacques tendit la main sans réfléchir et ajusta la couverture. Ses doigts effleurèrent sa joue toujours froide, mais pas glacée. « Je t'ai eu, dit-il. » Il ne savait pas si elle pouvait l'entendre. Peut-être qu'elle le pourrait. Peut-être que cela n'avait pas d'importance. Un faible gémissement vint de Rocky. Pas de panique. Pas d'urgence, juste un son de présence. Jacques expira. Quel genre de ville laisse un enfant disparaître dans une tempête? Il réfléchit encore. Quel genre d'homme continue à voir son propre enfant dans le visage de chaque fille qu'il essaie de sauver? Il n'avait pas de réponse. Il n'en avait pas eu depuis des années. Mais il a conduit. La neige déchirait le pare-brise, et le chauffage de la voiture ronronnait de plus belle. Jacques tourna le dégivreur au maximum et pressa la paume contre le volant juste pour sentir quelque chose. Il repensa à Claire. À leur dernière conversation. À la façon dont, après l'échec de la recherche, elle avait tenté de s'excuser, mais il n'avait pas voulu d'excuses. Il voulait des réponses. Il voulait trouver un coupable. Et Claire était là, tenant la veste de Manon, les yeux bordés de larmes, chuchotant. Je me suis juste retourné une seconde. Une seconde. Une seconde lui avait tout coûté. Et maintenant, 5 ans plus tard, le destin lui avait donné un autre enfant dans une autre tempête. Était-ce de la miséricorde? Était-ce une punition? Il ne savait pas. Mais il ne laisserait pas celui-ci lui échapper. L'hôpital se rapprochait. Jacques s'engagea dans l'étroite ruelle qui serpentait sous l'auvent de secours. Les pneus crissaient dans la neige, les phares rebondissaient sur la chaussée tachée de sel. Un ambulancier a ramené une civière à l'intérieur en passant par des portes automatiques qui s'ouvraient en sifflant au son d'une respiration. Jacques n'est pas sorti. Pas encore. Il regarda la fille dans le miroir. Il regarda l'ours. Le silence dans le croiseur était profond, chaleureux et tremblant. Et puis finalement, il a éteint le moteur. La porte des urgences s'ouvrit avec un soupir, exhalant de l'air chaud et stérilisé dans la nuit secouée par la tempête. Jacques s'avança sous la lumière fluorescente, le poids d'Émilie dans ses bras le fixant comme une encre. Elle était immobile comme un murmure, la tête appuyée contre son épaule, les doigts crispés sur l'ours emmêlé. Rocky tapota silencieusement à ses côtés, la fourrure humide, les yeux alertes, la queue basse mais stable. Le hall de l'hôpital résonnait de voix basses, du bourdonnement des machines et du bruit lointain des semelles en caoutchouc sur le carrelage. Une infirmière à l'accueil leva les yeux. Elle était jeune, la vingtaine, avec des traits doux et des cheveux noirs bouclés tirés en arrière en chignon. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'enfant et de l'agent trempé de neige. Code pédiatrique, Jacques dit, la voix rauque. Un enfant de 5 ans a été retrouvé à Northridge Park. Il souffrait d'hypothermie et respirait encore. L'infirmière s'est levée brusquement, émettant une alerte de traumatisme alors qu'elle attrapait des gants.
Salle de triage numéro 2. Par ici, officier. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, une porte s'ouvrit dans le couloir et une voix familière l'appela, une voix que Jacques n'avait pas entendue depuis 5 ans. Où est l'enfant? Camille Merciel avançait à grands pas dans le couloir, sa blouse bleu marine repassée, son badge accroché à sa poitrine et ses longs cheveux bruns attachés avec une précision clinique. Elle était grande, avec une posture droite, fruit de décennies de travail acharné pour maintenir l'ordre pour les patients, pour les collègues, pour une famille depuis longtemps divisée. La seule chose qui la trahissait, c'étaient les faibles cernes sous ses yeux noisettes. Des cernes qui n'étaient pas là la dernière fois que Jacques l'avait vue. Elle se figea en plein pas, Jacques aussi. L'espace d'un instant, le silence régna dans le couloir, non seulement à cause de la surprise de se revoir, mais aussi à cause du poids de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés. Claire, dit-il, comme si le nom à lui seul avait suffisamment de sens. Ses yeux passèrent de lui à la fille dans ses bras et s'écarquillèrent. Elle s'avança instinctivement, l'infirmière qui la suivait, désormais oubliée. Salle de triage numéro 2. Maintenant. Ils se déplaçaient à l'unisson, sans plus un mot à échanger. Claire le guida dans le couloir d'une voix vive, mais pas froide. Jacques le suivit, concentré sur la montée et la descente du petit corps dans ses bras. Dans la salle de triage, 2 infirmières supplémentaires préparaient le lit. L'une d'elles, un homme d'un certain âge, les épaules fatiguées et la voix douce, prit Rocky par la laisse et le guida vers un coin avec une couverture. Rocky résista un instant, mais obéit. Jacques a allongé Émilie sur le lit rembourré tandis que Claire commençait à l'examiner. Vitalité basse. Pupille réactive. Doigts toujours serrés, son ton baissa. C'est bien. Elle se bat. Jacques se tenait à proximité, les bras croisés sur la poitrine. Il ne disait rien. Il n'avait rien dit non plus à propos de Manon, toutes ces années auparavant. Pas vraiment. Claire ne lui a pas demandé pourquoi il ne l'avait pas appelée. Elle ne lui a pas dit qu'il lui avait manqué. Elle a juste travaillé. Les minutes passèrent, comme des heures. Claire jeta alors un coup d'œil à la veste de la jeune fille, qui séchait sur une chaise. Elle sortit une carte plastifiée de la poche intérieure, les sourcils froncés. Léa Dubois, murmura-t-elle. Jacques hocha la tête. J'ai trouvé ça dans son manteau. Pas de réseau. Elle était seule. Claire leva brusquement les yeux. Hélice. Elle se retourna, ouvrit un tiroir d'une armoire et récupéra un dossier de patient. Nous avons admis une femme, Hélène Dubois, il y a moins d'1 heure. Accident de voiture sur la West Lope. Elle conduisait seule. Elle a dit qu'elle cherchait sa fille. La bouche de Jacques s'ouvrit légèrement. Elle a mentionné le nom? Elle n'arrêtait pas de répéter, Émilie, avant de s'évanouir. Le visage de Claire s'assombrit. Elle se tourna vers la petite fille. C'est sa mère. Ça doit être ça. Elle est stable? Jacques demanda en se penchant plus près. Claire hésita. Côte cassée, légère commotion cérébrale, possible hémorragie interne. Elle est sous sédatif, mais elle est vivante. Une autre pause. Elle a pris le risque de conduire sous la tempête. À la recherche de sa fille. Claire hocha lentement la tête, et soudain, Jacques ressentit à nouveau cette terrible sensation. Ce même terrible pincement au ventre, celui qui le poursuivait depuis la disparition de Manon. Ce sentiment d'Itzi, de trop tard, le cauchemar silencieux de chaque parent. Où est-elle? Il a demandé. Elle est en observation. Mais elle est inconsciente. Claire répondit, puis plus doucement. Elle m'a demandé de ne pas lui prendre l'ours quand on la déshabillait. Elle n'arrêtait pas de murmurer, les boutons me protégeront. Jacques regarda l'ours en peluche déchiqueté qui reposait près d'Émilie, sa fourrure humide et usée, mais toujours blottie contre son cou. Sa gorge se serra. Elle me rappelle Manon, dit-il avant de pouvoir s'en empêcher. Les mains de Claire s'arrêtèrent pour la première fois. Je sais. Ils restèrent un moment silencieux.
Le faible bip du moniteur résonnait comme un métronome entre eux. Dehors, la tempête hurlait comme une créature cherchant à entrer. Mais dans cette pièce étroite, réchauffée par des lumières fixes et la présence de deux personnes qui avaient autrefois partagé le sang et la souffrance, il y avait le silence. Jacques a finalement reculé. « Tu me diras quand elle se réveillera ?» Claire hocha la tête. « Tu ne rentreras pas à la maison. »« Non, il a dit. »« Pas ce soir. » Il se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. « Claire. » Elle rencontra son regard. « Je suis contente que ce soit toi. Que ce soit toi qui l'aies trouvé. » Claire ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. « Moi aussi. » Il sortit dans le couloir, se levant pour le rejoindre. Le berger s'appuya brièvement contre sa jambe, silencieux, posé, présent. Jacques regarda dans le couloir où le poste des infirmières brillait d'une lumière stérile, et les fenêtres tremblaient encore de givre. Cette ville, quel genre d'endroit était-elle pour pouvoir t'en priver les gens et en restituer des fragments comme ceux-ci? Quel genre de vie grise, cousue de neige et de silence, recollait les morceaux où il l'ignorait. Mais ce soir, au moins quelqu'un avait trouvé quelqu'un. Et pour l'instant, c'était suffisant. La pièce était silencieuse. Trop silencieuse pour un hôpital, même aux premières heures du matin. De l'autre côté de la fenêtre, la tempête commençait à faiblir, laissant le monde recouvert d'une neige épaisse et intacte. Elle s'accrochait au rebord de la fenêtre comme un souffle retenu trop longtemps. Dans la chambre 213, le radiateur émettait un bourdonnement doux et persistant qui s'enroulait autour du silence comme une berceuse, refusant de s'arrêter. Roquillet était recroquevillé à côté du lit d'hôpital, sa fourrure encore légèrement humide à cause de l'orage de la nuit, bien que quelqu'un en ait séché la majeure partie avec une serviette. Son nez tressaillait tandis qu'il somnolait, ses oreilles remuant de temps à autre, toujours en alerte malgré le silence. Une patte s'étendait juste assez pour effleurer le côté du brancard de l'hôpital, comme si, même endormi, il insistait pour la toucher. Cette petite fille qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait choisie. Émilie était allongée sous une fine couverture chauffante, ses joues reprenant des couleurs petit à petit. Ses petits doigts, pâles comme ceux d'un oiseau, enserraient encore l'ours en peluche fraîche. Sa respiration était désormais plus lente, plus profonde. Pour la première fois depuis qu'elle avait été retrouvée, son visage s'était adouci. Il n'était plus crispé par la peur ou le froid, mais plus doux. Confiant. Et puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Elle ne sia pas, elle regarda simplement. Le plafond, puis le plafonnier, puis le mur latéral, et puis Rocky. Un murmure, si doux qu'il était presque perdu dans le bourdonnement des machines. Où est le chien? Rocheuil s'agita instantanément, comme s'il avait entendu son âme plutôt que sa voix. Il se leva, s'étira avec un léger gémissement et posa délicatement ses pattes avant sur le bord de son lit. Son regard croisa le sien, et le visage d'Émilie changea. Ni surpris, ni confus, mais il s'illumina légèrement comme une lampe qui vacille à nouveau. Voilà, souffla-t-elle en tendant une main tremblante vers son museau. Il baissa la tête jusqu'à ce que ses doigts puissent appuyer doucement sur la fourrure entre ses yeux. Tu es plus chaud que la couverture. Elle sourit. Un léger pincement de lèvres, somnole, mais cela suffisait. Jacques était resté un moment sur le seuil, inaperçu. Il n'avait pas voulu s'attarder. Il était simplement venu vérifier. Mais quand il vit ses paupières battre et cette voix, si petite, si certaine, lui demander des nouvelles du chien avant toute autre chose, quelque chose en lui se brisa. Et lorsqu'elle toucha la tête de Rocky avec le respect que l'on réserve habituellement aux miracles, Jacques détourna le regard. Il s'éclaircit la gorge. Claire apparut à ses côtés un instant plus tard, une tablette à la main, avec son air réservé habituel. Ses cheveux étaient attachés comme toujours, sa démarche précise et professionnelle. Mais lorsqu'elle atteignit le seuil et vit la scène à l'intérieur, Rocky appuyant doucement de tout son poids sur la main de l'enfant, et Émilie murmurant des secrets que seuls les chiens comprennent, elle s'arrêta. Elle a d'abord demandé le chien. Jacques dit, sa voix à peine plus que de l'air. Claire hocha la tête.
Elle ne sait même pas où elle est, il a ajouté. Mais elle se souvenait de lui. Claire regarda Jacques pendant un long moment, puis, sans un mot, tendit la main et posa une main sur son épaule. C'était une touche légère, hésitante, mais ferme. Jacques ne bougea pas. Sa main resta là, non pas comme un baume ou une excuse, mais comme un signe plus ancien, la reconnaissance. Jacques garda les yeux fixés sur l'enfant, mais sa gorge se serra. Elle ressemble à Manon, il murmura. Les doigts de Claire se tendirent légèrement. Elle le fait. Aucun d'eux n'a mentionné que Manon ne s'était jamais réveillée. À l'intérieur de la pièce, Émilie racontait maintenant à Rocky quelque chose à propos de Buton l'ours et de la façon dont ils s'étaient perdus ensemble. Rocky, quant à lui, se tenait droit comme une statue, le cœur battant. Les oreilles dressées, la queue ondulante sur le sol de l'hôpital. Est-ce que cette ville cesse un jour de briser les gens? Jacques a demandé soudainement. Claire cligna des yeux vers lui. Je veux dire, chaque rue a une histoire comme celle-là. Des filles disparues. Des conducteurs ivres. Des chiens perdus qui deviennent des héros. Cette ville mange les gens, Claire, puis les recrache avec des engelures. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle regarda Émilie caresser le col de Rocky. Tu as déjà pensé que ça les sauverait aussi, dit-elle doucement. Peut-être pas tous d'un coup. Peut-être pas proprement, mais parfois. Jacques soupira. Tu crois toujours ça, demanda-t-il. Je n'ai jamais arrêté. Le silence revint, lourd, mais pas étouffant. Claire se retourna, vérifia sa tablette, puis fit un petit signe de tête. Ses constantes vitales se stabilisent. Je contacterai bientôt les services sociaux pour voir s'ils peuvent joindre le numéro indiqué sur la note. Toujours aucune nouvelle de sa mère. Fais-moi savoir quand Sarah se réveillera, dit Jacques. Son état est stable, mais elle dort, répondit Claire. Elle sortira des soins intensifs plus tard dans la soirée. Elle a de la chance, a-t-il dit. Ils le sont tous les deux. Claire pencha la tête. Nous aussi. Il a presque souri. Dans la pièce, les paupières d'Émilie s'affaissèrent à nouveau. Sa main glissa du museau de Rocky et retomba doucement sur la fourrure usée de Button. Ses derniers mots avant que le sommeil ne la reprenne furent un murmure. Il est à moi maintenant. Ok? Il m'a trouvé. Jacques recula. Il ignorait ce qui allait suivre. Il ignorait ce qu'il allait dire au service, ni pourquoi il se souciait soudain autant d'un enfant qui ne lui appartenait pas. Mais peut-être que l'appartenance n'était pas une question de lignée. Peut-être que c'était une question de savoir qui se montrait dans le froid quand personne d'autre ne le faisait. Rocky émergea de la pièce une minute plus tard, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Il se dirigea vers Jacques et s'assit, les épaules droites, le regard droit devant lui. Jacques le regarda. « Tu as assez chaud, mon pote ?» Rocky cligna des yeux. Jacques s'est frotté le haut de la tête. « Ouais, moi aussi. » Au bout du couloir, le poste des infirmières brillait d'un blanc doux. Un concierge passa avec une serpillière en sifflant, et dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, on aurait dit que l'eau perçait les nuages d'orage. Dans cette ville où la neige enfouissait les souvenirs et où le silence recousait de vieilles blessures, une petite fille avait trouvé de la chaleur dans le battement de cœur d'un chien. Et Jacques, peut-être, avait trouvé quelque chose comme de l'espoir dans le sien. Le matin à l'hôpital arriva sans tambour ni trompette. Aucun rayon de soleil ne perçait les fenêtres, juste une douce brume grise au-delà du verre dépoli, marquant le souffle persistant de l'orage. Mais dans la chambre 217, une chaleur palpitait dans l'air. Non pas grâce aux machines ou aux couvertures, mais grâce à quelque chose de plus silencieux, plus difficile à définir, une sorte de retrouvaille silencieuse avec l'espoir. Émilie était assise, calée dans son lit, un plateau de flocons d'avoine intact devant elle. Buton, l'ours en peluche, se blottissait sous son bras comme un compagnon de toujours. Elle avait meilleure mine maintenant, toujours pâle, mais la couleur était revenue sur ses joues et ses yeux brillaient d'une sorte de paix. Rocky se blottit au pied de son lit,
levant parfois la tête lorsqu'une infirmière passait, mais reportant toujours son regard sur Émilie. Son regard n'était pas seulement protecteur. Il était intentionnel. Comme s'il l'avait choisi. Jacques se tenait de nouveau silencieusement près de la porte, un café à la main, sa veste d'uniforme en bandoulière. Il n'avait pas quitté l'hôpital. Il somnola brièvement dans la salle d'attente, puis revint avant l'aube, attiré par quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. C'était peut-être l'enfant. Ou peut-être était-ce le souvenir d'une autre fille d'une autre tempête. C'était peut-être Rocky. Claire arriva peu après, bloc-notes à la main, avec une douceur de démarche qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. Sa voix était plus basse en présence d'Émilie, au moins clinique, plus maternelle bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. Son état est stable, dit Claire à Jacques après avoir vérifié les moniteurs. Légère déshydratation, mais pas de gelure, ni de séquelles permanentes. Elle a de la chance, acquiesça lentement Jacques. Sa mère aussi. À ce moment-là, une infirmière est entrée dans la pièce, une petite femme d'une trentaine d'années, aux yeux marrons bienveillants et aux boucles courtes et élastiques cachées sous une casquette. « Officier Carter, dit-elle. Hélène Dubois est réveillée. Elle demande Émilie. » Jacques regarda Claire, qui fit un petit signe de tête tendue. La chambre 218 était juste de l'autre côté du couloir. Jacques entra le premier, Rocky le suivant de ses pattes douces sur le linoléum. Claire le suivit discrètement, les mains jointes dans le dos. Hélène Dubois était allongée sur un lit d'hôpital. Des bleus sur la tempe et la clavicule. Des bandages autour des côtes. Elle était grande, bien que légèrement voûtée par la douleur. Et son visage avait quelque chose de décharné, des pommettes saillantes, des lèvres gercées et pâles. Mais ses yeux, ses grands yeux farouchement maternels s'illuminèrent à la seconde où elle vit Jacques. « Toi, dit-elle d'une voix brisée. L'agent. Et le chien. Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?» Jacques ne répondit pas immédiatement. Il l'observa un instant. « Oui, dit-il finalement. Rocky m'a mené à elle. » Elle ferma les yeux, les larmes coulant librement. « J'ai essayé de la retrouver, » murmura Sarah, comme pour avouer un échec qui lui rongeait les côtes. On était dans ce refuge près de Northridge. Je lui ai tourné le dos une minute et elle est sortie. Quand je l'ai remarquée, j'ai couru. J'ai juste pris les clés et j'ai démarré. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai juste... Sa voix s'est complètement brisée. Claire s'avança et posa une main sur son épaule. Elle va bien, dit Claire. Tu la reverras bientôt. Sarah hocha rapidement la tête, comme si elle avait peur d'y croire. Elle avait l'ours? Oui, répondit Jacques. Buton ne la quittait jamais. Sarah rit doucement à travers ses larmes, se caressant le visage d'une main tremblante. Bien sûr. Cet ours a été plus fiable que moi. Jacques s'est rapproché. Tu as fait ce que tu as pu. Tu es parti à sa recherche dans cette tempête. Ça veut dire quelque chose. Sarah le regarda. Vraiment. Tu ne sais pas où j'ai échoué. Tu ne sais pas ce que je lui ai fait subir. Non, acquiesça Jacques. Mais je sais ce que c'est que de porter cette culpabilité. Et je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un choisit de ne pas abandonner. Tu n'as pas abandonné, Sarah. Et elle non plus. Rocky émit un souffle bas et silencieux, comme s'il appuyait le sentiment. Juste à ce moment-là, une infirmière entra doucement, faisant entrer une petite silhouette enveloppée de flanelle et de chaleur, Émilie. Au moment où leurs regards se sont croisés, il n'y avait plus de mots. Maman. Émilie glissa de sa chaise avant que quiconque puisse l'arrêter, trébuchant dans les bras de Sarah. Les retrouvailles furent chaotiques et baignées de larmes, ponctuées de petits halètements et d'excuses inachevées. Sarah la serra fort contre elle, lui tenant la tête comme pour les ancrer toutes deux dans ce présent improbable. « Je suis désolée, bébé, murmurait-elle encore et encore. Je suis là. Je suis là, maintenant. » Émilie hocha simplement la tête contre sa poitrine,
les doigts toujours agrippés à l'ours dans une main et au collier de Rocky dans l'autre. Jacques recula. Claire aussi. Tu veux leur laisser une minute, demanda gentiment Claire. Jacques hocha la tête. Ouais. Ils marchèrent lentement ensemble dans le couloir. Jacques enfouit ses mains dans ses poches. Claire regarda droit devant elle. C'est une bonne fille, dit finalement Claire. Intelligente. Résiliente. Elle me rappelle quelqu'un, répondit Jacques. Claire n'insista pas, mais il pouvait sentir le poids de son souvenir à côté du sien. Penses-tu, dit Jacques après un long silence, que nous cesserons un jour d'essayer de rattraper le passé? Claire s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. Non, dit-elle honnêtement. Mais je pense que parfois nous avons des moments qui nous permettent de recommencer. Jacques laissa cela pénétrer. Il la regarda pleinement pour la première fois depuis des années. Son visage était désormais ridé. Légèrement ridé, mais plus profond que dans ses souvenirs. Mais ses yeux n'avaient pas changé. Fort. Fatigué. Inquisiteur. Je suis désolé de ne pas être venu te voir ce soir-là, dit-il. Je suis désolé de t'avoir exclu, répondit-elle. Ce n'était pas suffisant. Mais c'était un début. Derrière eux, un enfant riait. Son rire était petit et chaleureux, comme la première note d'une chanson oubliée. Ils se retournèrent. Au bout du couloir, Émilie tenait l'oreille de Rocky et murmurait de nouveau. Sarah regardait, les bras autour de ses jambes, souriant malgré ses bleus. Une feuille de papier blanc, légèrement froissée par le voyage, dans son gant. Dessus, dessiné au feutre de couleur, une scène simple, un bonhomme allumette portant un badge tenant une lampe de poche, un gros chien aux oreilles tombantes à ses côtés et une petite fille tenant un ours en peluche dans un bras. Au-dessus d'eux, des flocons de neige tombaient en forme tordue, et les mots au crayon disaient « Mon héros, l'officier Jacques et Rocky ». Jacques prit le dessin, ses doigts soudainement maladroits. « Tu t'es souvenu de la lampe de poche, dit-il doucement. J'ai aimé ce moment, a dit Émilie. Ça faisait briller la neige. Sarah sourit à côté de sa fille. Elle voulait que tu l'aies. Elle a dit que c'était important que tu le saches. Jacques baissa à nouveau les yeux sur le dessin, puis s'accroupit et croisa le regard d'Émilie. Tu es le véritable héros, dit-il. Tu as tenu bon. Cela demande plus de courage qu'on ne le pense. Elle a ri. Rocky dit que je suis courageux. Rocky, comme prévu, s'approcha et caressa sa main gantée. Émilie tomba à genoux et entoura son cou de ses bras. Sarah jeta un coup d'œil à Jacques. Nous emménageons dans un logement temporaire près de West Hill. Le refuge nous a aidés à trouver un logement. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose. Jacques hocha la tête. C'est bien. Elle hésita. Je me disais, si tu n'es pas occupé, Émilie adorerait rendre visite à Rocky. Elle ne parle que de lui. J'aimerais bien, dit Jacques. Lui aussi. Ils restèrent un moment de plus dans l'embrasure de la porte, l'air autour d'eux toujours vif, mais plus mordant. Après le départ de Sarah et Émilie, Jacques se rassit à table. Il épingla le dessin sur le réfrigérateur avec un aimant en forme d'élan, un objet que Manon avait fabriqué à la maternelle. Et pour la première fois depuis des années, la cuisine ne semblait plus aussi silencieuse. Plus tard dans l'après-midi, Jacques et Rocky se sont rendus au centre communautaire pour la première réunion du nouveau programme pilote de soutien aux victimes de traumatisme de la ville, fruit d'une collaboration entre le service et la clinique pédiatrique. Jacques ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il n'aimait pas les conversations superficielles et n'était pas très doué pour les groupes. Mais Rocky était le pont, et Jacques commençait à comprendre ce que cela signifiait de traverser un pont. Dans le cercle des chaises pliantes, il a rencontré d'autres enfants. Théo, 6 ans, avec des cicatrices de feu sur les jambes. Claire, 10 ans, qui n'avait pas parlé depuis l'accident. Et Anaïs, 8 ans, qui refusait d'enlever son sweat à capuche, même à l'intérieur. Chaque enfant avait des yeux trop grands pour leur visage. Et pourtant, lorsque Rocky entra dans la pièce,
l'atmosphère changea. Claire leva le menton. Anaïs tendit la main, puis la retira, puis la tendit à nouveau. Théo rit pour la première fois de la journée. Jacques était assis à côté d'eux, observant, écoutant et parlant parfois. Pas de lui, du moins pas encore, mais de Rocky, des tempêtes, des lampes de poche dans la neige. Et petit à petit, les enfants ont commencé à dessiner leurs propres histoires au crayon et au papier, tout comme Émilie. Claire s'est rendue au centre 2 fois cette semaine-là. Elle n'est pas restée longtemps. Ses gardes à l'hôpital étaient exigeantes, mais elle laissait toujours quelque chose derrière elle, des trousses médicales, des collations, un sourire. Un après-midi, elle surprit Jacques en train de faire ses bagages et il leva les yeux, surpris. « Tu es revenu, dit-il. »« Je reviens toujours, répondit-elle. Un jour ou l'autre. » Ils restèrent un moment dans la pièce vide. « C'est ici que tu vas rester, lui demanda-t-elle. Jacques regarda autour de lui, les murs, les dessins, la table pleine de briques de jus. « Je pense que c'est par là que je commence, » a-t-il déclaré. La question persistait. Cette ville n'était-elle qu'un cimetière de rêves perdus? Ou était-ce autre chose, un endroit où la guérison retrouvait tranquillement son chemin dans les cœurs gelés? Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville s'éteignaient, Jacques était assis sur son porche, Rocky à ses côtés et un seul dessin épinglé au-dessus du cadre de la porte, un enfant, un ours, un homme et un chien sous une chute de neige qui ne ressemblait plus à la fin du monde. Et quelque part au loin, le rire d'un autre enfant résonnait dans la rue comme le vent dans les arbres. Parfois, les plus petites âmes nous ramènent à ce que nous avons perdu, la foi, l'amour et la chaleur que nous pensions disparus à jamais. Une fille de 5 ans avec un ours en peluche. Un chien avec un vœu silencieux. Et un homme qui pensait avoir oublié comment ressentir. Mais dans une ville ensevelie sous la neige, ils se sont retrouvés. Et ce faisant, il nous a rappelé à tous qu'aucun cœur n'est jamais trop brisé pour guérir. Ce n'est pas seulement la chance qui a amené Rocky sur ce banc. Ce n'était pas un hasard si Jacques était en patrouille cette nuit-là. Parfois, ce que nous appelons coïncidence est en réalité l'œuvre de Dieu, discrètement, en coulisses. Parfois, un miracle ressemble à une lampe de poche dans l'obscurité, ou à un échaud pressé contre une main gelée. Donc, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti perdu, fatigué ou oublié, sachez ceci. On n'est jamais seul. La guérison est possible. L'espoir est vivant. Et Dieu envoie encore des anges, parfois avec des pattes. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Commentez réellement si vous croyez aux secondes chances, abonnez-vous pour plus d'histoires d'espoir, de courage et de rédemption.